Je suis Loïc Lamoureux, je suis responsable du pôle informatique, du pôle marketing à Periscope et je suis accompagné de Loïc Chaussière que je vais laisser se présenter. Bien, bonjour à tous, donc moi c'est Loïc Chaussière, je suis donc avec Loïc sur le pôle SEO et data, donc entre les deux pôles. Et aujourd'hui, donc on va parler principalement du SEO. On va découvrir aujourd'hui les 10 points essentiels, les 11 points même, les 11 conseils pour devenir le meilleur ami de Google et voir comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer sa visibilité, corriger son site et faire en sorte qu'il soit le mieux compris possible par les internautes et par Google. Le premier élément qu'il faut avoir en tête, c'est d'éliminer les pages de faible qualité. Vous savez qu'aujourd'hui, Google prend énormément en compte ce qu'il appelle l'UX, c'est-à-dire l'expérience utilisateur. Et donc, on va devoir s'attacher à faire disparaître les pages de faible qualité. Pour ça, on va utiliser Google Analytics qui va nous permettre d'identifier les pages avec des statistiques qui ne sont pas optimales. La première des choses, c'est d'identifier les pages à fort taux de rebond, c'est-à-dire supérieur à 70%. On sait que les pages qui ont des taux de rebond trop forts dégradent l'expérience utilisateur et donc envoient des signaux négatifs à Google. L'autre élément, ça va être d'identifier les pages avec les faibles durées de consultation, c'est-à-dire inférieures à 5 secondes. On sait aussi que si les gens mettent moins de 5 secondes à lire votre page, c'est soit qu'elle a des contenus qui sont trop faibles, soit que l'internaute ne trouve pas du tout ce qu'il cherche, que sa requête ne correspond pas à la page de résultat sur laquelle il est tombé. Et donc, ça va encore dégrader l'expérience utilisateur. Et enfin, on va identifier les pages avec des taux de sortie qui sont très forts, supérieurs à 80%. Ce qui veut dire que les gens, majoritairement, utilisent ces pages-là pour partir de votre site et faire autre chose sur le net. Donc là encore, ça envoie des signaux négatifs à Google, puisque si les gens utilisent votre site pour partir, c'est qu'il n'a pas répondu à leurs attentes. Tout ça, ça va dans la mouvance d'améliorer l'UX et de faire en sorte que les gens soient satisfaits du plus possible par votre site. À l'écran, vous avez un petit exemple de ce qui est possible de faire comme filtre avec Google Analytics. Dans l'exemple, vous pouvez voir les pages qui ont un taux de rebond supérieur à 80%. Et notamment, ce qui est intéressant de voir, ce sont les 5 pages qui sont surlignées en bleu en bas à droite. Ce sont des pages qui non seulement ont des taux de rebond très forts, ce qui est déjà négatif en soi, mais qui en plus n'ont généré aucune ou très peu d'entrées sur le site. C'est-à-dire que ces 5 pages-là, ce sont des pages qui sont lues et qui sont vues lors du parcours de l'internaute classique, mais c'est des pages qui ne servent pas du tout au SEO et qui ne servent pas de porte d'entrée sur votre site. C'est donc des pages qui sont soit problématiques parce qu'elles se référencent mal, soit parce que leur qualité est trop faible pour que Google estime que ce soit une porte d'entrée pertinente pour votre site. Donc le travail à faire ici, c'est de parcourir chaque page qui est identifiée dans Analytics et voir quels sont les problèmes et quels sont les freins que peut rencontrer Google et essayer de les corriger. Ensuite, on passe sur la partie du contenu, parce que là, on va parler beaucoup de technique, mais ce qui est le plus important pour Google, c'est quand même le contenu. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Créer du contenu attrayant et utile a beaucoup plus d'impact pour Google que les autres facteurs techniques. Donc, bien sûr, il faut avoir un site qui fonctionne, un site techniquement bien conçu. Donc, ça, c'est la base. Mais aujourd'hui, pour se différencier, le plus important, c'est d'avoir un contenu pertinent et utile pour l'internaute. Alors, on n'essaie pas de mettre des mots-clés au maximum sur une page en essayant de plaire à Google. Le plus important, c'est d'avoir un contenu vraiment de qualité et qui est pertinent pour l'internaute. Google, maintenant, il est en mesure de différencier les pages qui essayent de tricher, on va dire, en mettant plein de mots-clés non pertinents, en essayant de fourrer plein de contenus inutiles, des pages qui sont, elles, très utiles pour les internautes et sur lesquelles les utilisateurs vont rester plus longtemps. Donc là, on a vu juste avant, Loïc, il a donné un petit peu les indicateurs de qualité d'une page. Donc, Google est en mesure de différencier ce qui est pertinent ou pas pour un internaute. Donc, pour contrôler tout ça, au niveau du contenu, on estime qu'en dessous de 500 mots, on a un contenu qui est pas assez densifié.
Donc, le mieux, c'est quand même d'avoir des contenus de plus en plus denses. Google considère que plus un contenu est dense, plus il est technique dans son domaine et plus il apporte d'informations pour les utilisateurs. Donc, on voit petit à petit que Google privilégie les contenus vraiment longs, donc plus de 500 mots. Des fois même, on peut voir des contenus à plus de 1000 mots qui existent et qui sont bien indexés. Donc vraiment, faut pas se brider sur la quantité de contenu présent sur une page. Il faut pas hésiter à vraiment aller en profondeur dans un sujet et répondre aux attentes et aux besoins des internautes qui arriveraient sur une page sur ce sujet-là. Donc ensuite, il faut donc identifier les pages qui sont faibles en contenu pour pouvoir les densifier. Donc Google Analytics ou d'autres outils peuvent vous aider à voir potentiellement les pages qui ont un fort taux de rebond, donc peut-être en lien avec une faible taille en contenu, et donc voir lesquels sont à densifier. Et ensuite, il faut développer l'utilité de ces contenus. Donc, il faut les rendre intéressants et utiles. Donc, c'est là où on essaie de ne pas mettre des mots-clés au pif, on va dire, mais plutôt d'aller chercher ce qui plaît aux internautes et ce pourquoi on crée la page. Donc là, on peut essayer de regarder s'il y a des requêtes conversationnelles derrière, par exemple, si des gens se posent des questions sur certains sujets et pour lesquels on peut apporter une réponse et les accompagner, voilà, que ce soit en lien avec l'entreprise et les objectifs. Donc voilà, ça peut être des idées comme ça. Donc il peut aussi y avoir, par exemple, le fait de rédiger une étude qui serait originale et un petit peu différente des autres et qui aussi répond à des questions que peuvent se poser les internautes. On peut publier bien sûr un sujet d'actualité. Donc il y a plein d'idées comme ça qui peuvent être mises en place pour créer du contenu pertinent et intéressant. Donc, alors, à éviter, donc ça va être tout d'abord de négliger la rédaction d'un texte et d'y laisser, bien sûr, les fautes de grammaire et d'orthographe. Donc, la base, c'est bien sûr de se relire quand on fait un contenu parce qu'il va rester présent sur le site. Donc, il, euh, il met en avant votre image et donc le plus important, c'est vraiment de faire attention à ce que vous mettez sur votre site. Donc, le deuxième point vient avec celui-là. Il faut éviter de publier un contenu maladroit ou mal écrit. Il faut prendre son temps. Il ne faut pas hésiter voilà, à se relire plusieurs fois, à faire relire et surtout pas, on va dire plutôt, à publier des contenus très rapidement en espérant que plus il y aura de contenu, mieux ce sera. Il vaut mieux prendre le temps d'écrire un article qui est vraiment qualitatif plutôt que 10 articles inutiles, on va dire, et trop courts. Donc, il vaut mieux prendre le temps de faire les choses proprement plutôt que d'essayer de publier, par exemple, un article sur son site par jour. Il vaut mieux publier voilà, 1 ou 2 articles par semaine qui sont vraiment utiles et denses et pertinents plutôt que de s'éparpiller. Donc, ensuite, il faut rendre ces articles intéressants dans le sens où des pavés de texte, 500 mots, ça commence à faire, ça va être un petit peu long. Donc, le plus important, ça va être d'essayer de rendre ça intéressant. Donc, le mieux, aujourd'hui, on le sait, pour rendre du contenu intéressant, c'est d'apporter autre chose que du texte, d'apporter des infographies, du texte, des images, pardon, des vidéos. Donc, tout ce qui peut être, on va dire, un petit peu dynamique et qui peut rendre attractif votre contenu. Donc, il faut bien sûr éviter tout ce qui est copier-coller parce que les moteurs de recherche sont capables de le voir. Et ensuite, qu'est-ce qu'on mettre de grandes quantités de texte. Donc, ce qu'il faut éviter aussi, c'est de mettre de grandes quantités de texte parce que si on aborde des sujets différents, la page n'aura pas un contenu, on va dire, ciblé sur un sujet précis. Donc, le plus important, c'est vraiment de respecter une thématique et de s'y jeter au maximum sur cette thématique-là, donc de ne pas s'éparpiller sur d'autres thématiques. Ensuite, il faut éviter, bien sûr, voilà, de répéter du contenu, ça je l'ai déjà dit, d'insérer de nombreux mots-clés inutiles, donc ça, on en a parlé juste avant. Et après, voilà, il y a d'autres petites choses à éviter. Donc, on vous enverra la présentation par la suite, donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Troisième élément de cette présentation, ça va être de vérifier ce qu'on appelle le sitemap.xml. Alors, qu'est-ce que c'est un sitemap.xml? C'est un fichier, on va dire, technique sur un format qui est structuré pour Google et qui va tout simplement permettre de donner la liste des pages de votre site à Google. De sorte que lorsque Google va venir visiter votre site, il va en priorité aller lire cette page-là, sitemap.xml, et aller voir si les pages qui sont présentes, il les a déjà visitées ou si au contraire, elles sont nouvelles.
Donc, le sitemap.xml, ça va permettre notamment de faire en sorte que Google connaisse de manière plus rapide les nouveaux contenus qui sont créés par votre service éditorial. Ça ressemble à ce que vous pouvez voir à droite, c'est-à-dire tout simplement une liste d'URL qui se suivent les unes avec les autres et avec une date d'expiration, une date de modification. Donc, lorsque Google va venir parcourir ce fichier-là, il va être capable de détecter les pages qu'il connaît et les pages qu'il ne connaît pas. Et dans le cas où il verrait une page qu'il ne connaît pas, il va aller l'indexer, la stocker et la traiter. Faites attention aujourd'hui aux sitemaps qui sont générés automatiquement par WordPress. On y reviendra dans la diapo suivante, mais WordPress a tendance à être totalement transparent et à donner à Google l'intégralité des pages qui existent dans votre back-office. Et il se peut, je pense notamment aux pages de type archive, aux pages de type auteur, que ce soit des pages de faible qualité, que vous n'ayez même pas à l'esprit à ce qu'elles existent sur votre site, puisque c'est des pages qui sont créées automatiquement par WordPress. Donc, il faut vraiment faire attention à ces sitemaps-là qui sont créés automatiquement. Un conseil également, c'est de comparer votre sitemap avec les pages qui sont indexées dans Google. On verra dans la diapo après comment procéder à ça. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter ces fichiers sitemap-là dans un outil qui s'appelle la Search Console et qui permet de s'assurer de leur bonne prise en compte par le moteur de recherche. Et enfin, lorsque vous allez lire ce fichier sitemap.xml, vérifiez bien qu'il n'y ait pas de page obsolète et que les pages qui sont présentes, elles soient bien toujours à jour. Lorsque vous utilisez un site WordPress, il va vous créer automatiquement l'intégralité des sitemaps qui existent sur votre site. Et notamment WordPress, il va créer des sitemaps par ce qu'il appelle type de contenu. Donc, il va créer un sitemap pour les actualités, les posts, un sitemap pour les pages, un sitemap pour les images, un sitemap pour tous les types de contenus qui existent sur votre site. Et vous voyez à l'écran que WordPress indexe les sitemaps de type auteur. Et généralement, ces pages auteurs, peu de personnes connaissent leur existence et savent qu'elles existent. Et malheureusement, c'est des pages qui sont données à manger, entre guillemets, à Google et qui sont généralement des pages de très faible qualité et surtout des pages qui sont dupliquées généralement avec des pages qui existent déjà et qui sont liées dans l'arbre ressources. Donc, il faut vraiment vérifier ça et les exclure. Dans votre back-office WordPress, vous avez la possibilité d'exclure des types de contenus à l'indexation. Donc, c'est important de vérifier ce point-là. Deuxième chose, c'est par rapport à la Search Console. Vous avez la possibilité d'envoyer un sitemap. Donc, vous avez tout simplement un formulaire dans lequel vous pouvez rentrer l'adresse de votre sitemap. Et après, Google va venir le mouliner et vous fournir des statistiques sur le nombre d'URL découvertes, la dernière fois qu'il a été lu, la première fois qu'il a été traité, etc., etc. Et le dernier élément, c'est de vérifier à ce que vos sitemaps correspondent bien aux pages au nombre de pages qui sont indexées dans Google. Donc, je vous ai mis un exemple à l'écran de comment faire pour savoir combien de pages est-ce que Google connaît de mon site. Pour ça, il suffit simplement d'aller sur Google et de taper site.3w, le nom de mon site. Google va vous fournir un résultat que j'ai entouré en rouge. C'est le nombre de pages que Google connaît de votre site. En l'occurrence, Google connaît 86 pages du site référencementmanuel.com. Je peux comparer ce chiffre-là avec le chiffre qui se trouve dans la Search Console, dans la section URL découverte, donc du même sitemap associé. Et on voit que dans l'exemple qui est à l'écran, Google a découvert 84 URL grâce au sitemap. Donc, on voit qu'ici, il n'y a pas vraiment de souci. Il y a 2 pages que Google a découvert en plus et qui ne sont pas dans le sitemap envoyé. Ce n'est pas très grave. Le nombre est à peu près similaire. Donc, il n'y a pas de souci. Quand vous allez faire le test pour vos sites respectifs, si vous voyez des grandes disparités entre ces 2 chiffres-là, c'est probablement qu'il y a un problème soit dans votre sitemap, soit dans les menus de navigation, dans les liens internes de votre site, qui fait que Google n'arrive pas à trouver l'intégralité de vos contenus. Donc, l'acte 4, c'est supprimer les redirections. Donc, quand on a un site qui commence à être un petit peu âgé,
on a commencé à faire potentiellement des modifications au niveau des contenus, à potentiellement changer les URL petit à petit. Et c'est vrai que des fois, il arrive que on ait des redirections présentes dans les URL du site. Donc, c'est-à-dire, par exemple, dans un contenu, on a une page cible. Donc, par exemple, on a fait un lien qui ramène vers un produit depuis un blog. Et le produit a changé d'URL, donc on a bien fait le travail. On a prévu la redirection pour que les gens arrivent sur le produit avec la nouvelle URL quand ils accèdent à l'ancienne. Sauf que ce qui est rarement fait, c'est qu'on va aussi modifier tous les contenus qui étaient rattachés à l'ancienne URL du produit. Donc, par exemple, l'article de blog, qui lui ramène encore vers l'ancienne URL. Donc, il y a la redirection qui fait qu'on arrive quand même sur le produit final, donc avec l'URL corrigée, mais il y a beaucoup de contenus comme ça qui peuvent contenir des redirections. Donc, il faut faire attention à ça et ne pas hésiter à éliminer les liens internes qui pointent vers des redirections en corrigeant ces liens-là vers les URL valides. Donc, dès que vous faites une redirection, donc, il faut bien prévoir de faire la redirection dans le HT Access si vous avez déjà l'occasion de le faire, c'est-à-dire de prévoir une redirection 301 de l'ancienne URL vers la nouvelle, mais également de modifier tous les contenus qui faisaient référence à cette URL sur votre site. Donc, pour aller plus loin et essayer d'analyser les pages qui contiennent des liens redirigés, erronés ou autres, il ne faut pas hésiter à utiliser des outils donc, comme MyRankingMetrics, Xenu, OnCrawl, Botify et Screaming Frog. Donc, tous ces outils-là, on va dire, sont des outils de crawl, c'est-à-dire des outils qui vont permettre de simuler un passage de Google sur votre site. Et donc, de pouvoir voir s'il y a des liens qui sont incorrects ou erronés. Et s'il y a des liens qui sont incorrects ou erronés, ça veut dire que Google les voit aussi. Donc, Google voit des liens de ce type-là, donc il faut les corriger. Dans cette partie 4, toujours dans la même veine, ça va être de vérifier les pages 404, c'est-à-dire les pages qui tombent tout simplement en erreur. Ça génère des expériences utilisateurs qui sont négatives, puisque l'internaute cherche un contenu qu'il ne peut pas trouver, et donc votre site va lui donner une erreur 404, ce qui dégrade l'expérience utilisateur, ce qui est aujourd'hui mesurable par Google et qui envoie des signaux négatifs à Google. Vous avez la possibilité de retrouver toutes ces informations-là dans la Search Console et de vérifier tout simplement toutes les pages qui répondent avec des erreurs. Et c'est exactement la même technique que pour les redirections 301. Il faut tout simplement remplacer les liens qui pointent vers des erreurs 404 pour les remplacer vers des URL valides, ce qui va améliorer le parcours de votre site et sa compréhension. Ensuite, le point 6 est un point optionnel mais très intéressant pour les sites, c'est tirer profit des microdonnées. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est les microdonnées, mais en fait, c'est ce qui permet de modifier l'apparence des résultats dans Google. Donc, on le verra dans les slides d'après, il y a quelques exemples pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler. Mais en gros, on va changer l'apparence des résultats en ajoutant des extraits de code dans les pages qui vont permettre à Google de comprendre qu'il y a une note, par exemple, un prix, que c'est un article en stock, donc qu'on parle d'un produit. Donc, premier exemple. Dans le second exemple, on va pouvoir mettre des dates d'événements. Donc tout ça, on le fait en ajoutant des recettes, voilà. Donc là, par exemple, on a le schéma FAQ qui est très intéressant également, qui permet d'afficher des questions-réponses en dessous d'une page. Donc, par exemple, dans les résultats de recherche, c'est très intéressant d'avoir ça parce que du coup, on voit que vous êtes expert dans votre domaine et que voilà, ça peut être intéressant de venir consulter votre page pour avoir plus d'infos sur ces questions-là. Donc là, par exemple, pour le gouvernement le fait aussi pour des sujets sur le coronavirus. Donc ça change vraiment l'apparence des résultats sur Google. Donc ça peut être très intéressant pour améliorer les taux de clics sur vos liens dans Google. Et donc on fait ça tout simplement en injectant, on va dire, des bouts de code, des schémas, on va dire des bouts de code JSON dans vos pages. Donc il y a des plugins qui permettent de faire ça sur les différents CMS qui existent. WordPress permet de le faire assez facilement en installant des petits plugins. Et donc il faut juste se renseigner sur
il y a des documentations Google qui vous permettent de vous aider à ce niveau-là. Sur, voilà, si vous avez des produits, par exemple, le mieux, c'est de mettre un schéma produit qui va permettre de reconnaître le prix, la note, le stock, etc. Si vous avez des pages de contenu, vous pouvez mettre un schéma qu'on appelle FAQ page pour mettre potentiellement des FAQ. Donc voilà, il y a pas mal de guides que propose Google à ce niveau-là. Si vous cherchez, vous trouverez assez facilement. Dans ce 7e point, on va aborder la problématique et la mécanique de la pagination. Ça, c'est une section qui est notamment vraie pour tous les sites e-commerce principalement, c'est-à-dire les sites qui nécessitent d'avoir un contenu découpé en plusieurs pages et généralement des sites qui nécessitent de lister des produits en les découpant en plusieurs sections. La pagination SEO, ça peut poser problème pour plusieurs raisons. La première, c'est que la pagination, elle évolue à chaque fois que vous rajoutez ou vous retirez un produit. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir vous retrouver d'une semaine à l'autre avec des pages dupliquées, ce qui peut poser problème évidemment pour Google. Quelquefois, il y a des problèmes tout simplement de mise en place technique qui fait que les balises utiles à la pagination ne sont pas mises en place ou ne sont pas correctement mises en place, ce qui peut venir brouiller la compréhension de Google de vos pages paginées. Il y a une erreur qui est très très fréquente, c'est que généralement l'adresse de la première page paginée, la page 1, souvent elle a deux adresses pour pouvoir y accéder. Il y a, on va dire, l'adresse de la catégorie, par exemple chaussures pour femmes. Et puis, il y a l'adresse quand on va revenir sur la première page grâce au numéro de pagination. Généralement, elle va s'appeler chaussures pour femmes /1. Et ce problème-là fait qu'on va avoir deux adresses pour la même page de contenu, ce qui génère évidemment de la duplication. Et le troisième problème que génère la pagination, c'est évidemment la profondeur des contenus, puisque imaginez qu'un produit soit placé à la 6 ou 7e page paginée, il va falloir 7 ou 8 clics pour pouvoir y accéder. Et ça, c'est vraiment un comportement qui est assez néfaste pour les utilisateurs, le fait que les produits soient trop profonds dans l'arborescence. Et surtout, ça va être néfaste pour Google parce qu'il va peiner à trouver, à indexer les contenus. Il y a quelques bonnes pratiques pour les pages paginées. La première, c'est que chaque page doit avoir sa propre URL. Classiquement, c'est /1, 2, 3, 4 ou page-1, page-2, page-2. Même si Google ne prend plus en compte ce qu'on appelle les balises link, pref, next, à l'agence, on conseille quand même de les mettre puisque il n'y a pas que Google dans la vie, il y a aussi Yahoo, Bing et tous les autres moteurs de recherche, même si leurs parts de marché sont moindres. Donc, on conseille malgré tout de mettre ces balises pref-next qui permettent tout simplement d'indiquer au moteur de recherche quelle est la page paginée suivante et quelle est la page paginée précédente. Ça aide à l'indexation et à la compréhension du contenu. Ce qu'il faut faire aussi, c'est rediriger les pages lorsqu'elles ne présentent plus d'items. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous retrouver avec 10 pages paginées au mois de janvier, retirer des produits au cours de l'année et vous retrouver au mois de septembre avec seulement 3 pages paginées. C'est des comportements qu'on observe généralement dans les sites e-commerce. Ce qui fait que les 7 pages qui ne présentent plus de produits, parce qu'il n'y a plus de produits dans la catégorie, eh ben, nous, on conseille de les rediriger et de les faire pointer vers la page d'accueil de la catégorie, de sorte à ce que Google puisse reparcourir l'indexation et retrouver des pages valides et ne plus se retrouver avec des pages vides de contenu. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle l'infinite scroll, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure où vous allez utiliser la molette de votre souris, eh bien, les contenus vont se charger au fur et à mesure du défilement de l'écran. C'est tout à fait possible. Seulement, il faut que ce soit correctement codé avec les librairies JavaScript qui sont connues et reconnues par Google. Et là, vraiment, ça pose pas de souci. Ce qu'on conseille également, c'est de développer les catégories et de développer les facettes. Si dans une catégorie, vous avez 3000 produits, on vous conseille de créer des sous-catégories ou créer des filtres qui vont permettre de faciliter la découverte des produits. En e-commerce, généralement, on a des filtres par couleur, on a des filtres par matière, on a des filtres par marque, par prix, par disponibilité, etc. Et toutes ces petites astuces-là permettent de réduire le nombre de produits présentés
et permet de réduire le nombre de pages paginées. Et enfin, on va aborder les éléments à vraiment éviter. La première chose, c'est de mettre ce qu'on appelle une balise canonicale sur l'intégralité des pages paginées. C'est une technique qu'on a vu apparaître chez certains référenceurs il y a quelques années. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat là-dessus. C'est une mauvaise pratique et c'est néfaste pour votre référencement. La balise canonique, elle avait pour but de dire à Google, ne prends pas en compte la page que tu es en train de lire, mais plutôt prends en compte celle que je te donne dans la balise canonicale. Et sur les pages paginées, il ne faut surtout pas y mettre la même canonicale partout. Et l'autre chose qu'on voit tout le temps maintenant avec les nouveaux frameworks JavaScript, c'est de gérer la pagination avec du JS, avec du JavaScript, puisque Google aujourd'hui a du mal à lire et à comprendre les contenus qui sont gérés en JS, et ça peut créer des pages vides de sens ou des pages de contenu dupliqué, ce qui est néfaste pour le SEO. Donc, on passe à l'acte 8 qui est d'analyser les signaux web essentiels. Donc, cet acte est très intéressant parce qu'il devient de plus en plus d'actualité, tout simplement parce qu'en mai 2021, il va y avoir une mise à jour de Google qui est déjà annoncée et qui va parler du sujet justement de l'UX, en fait, qui va être prise en compte par le moteur. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, Google prend en compte le contenu, la popularité du site et les aspects techniques. Et en mai 2021, il est annoncé que l'UX sera pris en compte également pour classer les résultats de recherche. Donc, ça va devenir de plus en plus important d'avoir un site qui répond aux critères que Google s'est fixés pour analyser l'UX. Donc, quand on parle de critères, on parle des signaux qui sont pris en compte. Donc, Google donne des indicateurs à ce niveau-là. Donc, on sait qu'une page qui répond rapidement aux interactions, donc en moins de 100 millisecondes, est une page de qualité. Une page qui est visuellement stable, alors voilà, il a des indicateurs un petit peu techniques assez précis, mais il donne quand même ce qu'il faut faire, et on a des outils pour pouvoir voir si on répond à ces problématiques-là. Donc, il ne faut quand même pas oublier de travailler son contenu, qui est quand même le plus important, mais il faut bien penser plus tard à mettre en place ce genre de choses et ce genre de stratégie pour pouvoir répondre à ce qui va arriver en mai 2021. Donc, on l'a vu au tout début, les temps de chargement ont un sérieux impact sur le taux de rebond. Donc, Google met des indicateurs en place pour que vous ayez les temps de chargement les plus rapides possibles. Donc, avec la Search Console, vous avez la possibilité de voir si vous avez des URL lentes, si vous avez des URL améliorées, si vous avez des résultats qui sont rapides. Donc, ça peut être très intéressant de mettre en place la Search Console sur votre site parce qu'elle va vous donner, en plus des indicateurs que Loïc a cités auparavant sur les pages cassées, les sitemaps que vous pouvez donc proposer à Google, de pouvoir voir également maintenant tout ce qui est à propos de l'UX et de l'expérience sur les pages. Google donne maintenant beaucoup d'indicateurs dans la Search Console à ce niveau-là, et ça évite de devoir voilà, soumettre des pages, faire des tests. Google les fait automatiquement et va vous dire, voilà, sur toutes les URL que je connais, il y a ces URL-là qui sont lentes, ces URL qui sont améliorées, ces URL qui sont rapides. Donc la Search Console devient un outil vraiment indispensable pour vos sites. Donc là, on rentre un petit peu plus dans la technique avec les différents indicateurs pour analyser, on va dire, l'UX que s'est fixé Google. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a le LCP, le FID, le CLS, donc ça devient vraiment technique à ce niveau-là. Donc, le LCP, c'est le temps nécessaire pour afficher le plus d'éléments visibles dans la fenêtre. Donc, okay. Pardon. Le FID, c'est quelque chose qui était connu déjà avant et on fait attention quand on crée un site. C'est le first input delay, c'est-à-dire le temps entre l'apparition de la page et le moment où l'internaute peut interagir avec. Donc, tous ces indicateurs-là, encore une fois, c'est ce qui est analysé dans la Search Console, et plus facilement, il va vous donner les indicateurs, donc en vert, en orange ou en rouge, quand c'est bon ou pas bon. Et après, techniquement, il faut faire intervenir votre équipe de développement pour corriger le site en fonction de ces critères-là. Le point 9 parle de linking interne, qui est aujourd'hui le seul élément utilisé par Google pour découvrir des contenus. Ce sont les liens.
si vous créez une page et qu'à aucun moment vous n'y faites de référence et de lien, Google ne pourra malheureusement pas la découvrir et pas l'indexer. Donc les liens internes sont importants, notamment pour la découverte des contenus, mais aussi pour associer les contenus avec des thématiques précises. C'est la raison pour laquelle on conseille de lier ces contenus sémantiquement en fonction de ce qui se ressemble et en fonction de ce qui a la même thématique. Pour ça, il y a évidemment une notion d'arborescence à réfléchir, à respecter. Est-ce que votre arborescence, elle est suffisamment exhaustive pour lister tous les univers de mots-clés sur lesquels vous souhaitez vous référencer? C'est une première question. Et ensuite, est-ce que vous avez la possibilité de créer une nouvelle catégorie qui détaillerait plus précisément un sujet précis, une thématique précise? En vous posant ces deux questions-là, vous assurez de pouvoir créer des entrées de menu et des contenus qui répondent aux mots-clés que vous aurez identifiés en amont de votre travail de référencement. Deuxième point, on vous conseille de faire des liens entre vos pages que lorsqu'elles apportent un complément ou que lorsqu'elles sont directement liées sémantiquement à la page en cours. Si vous êtes sur une page qui parle des vélos dédiés aux femmes, eh bien, on vous conseille de faire des liens qui ne parlent que de cette thématique précise et ne pas faire de lien vers d'autres thématiques comme, je ne sais pas, les voitures, les motos, qui sont dans un univers lexical et sémantique différent. Et troisième conseil, ce qu'on fait nous à l'agence, c'est qu'on met à plat dans un fichier Excel l'arborescence du site et on va s'essayer en fonction de chaque page du site à y placer un ou deux mots-clés. Ce travail-là nous permet d'identifier les pages sur lesquelles on a un manque de contenu, premièrement. Et deuxièmement, ça va nous permettre d'identifier aussi s'il y a des mots qu'on n'arrive pas à placer dans l'arborescence. Ça veut dire qu'on n'a pas les contenus qui vont en face. Donc, on vous a mis un exemple ici de ce à quoi ressemble un mapping de mots-clés. Classiquement, ça commence toujours par recopier l'arborescence dans les 3 ou 4 premières colonnes du fichier. Vous voyez à l'écran la page d'accueil en haut à gauche, la catégorie 1, la catégorie 2, la catégorie 3, etc., etc. Et sur chaque ligne, on va y affecter un mot-clé. Donc sur la page d'accueil, j'ai décidé de mettre mot-clé 1 et mot-clé 2. Et donc, je vais me forcer à rédiger un titre et une description qui vont contenir ces deux mots-clés-là que j'ai définis. Sur la page d'accueil, on conseille toujours de rappeler quelle est votre marque, quel est le nom de votre site, et de le mettre en premier sur la page d'accueil et faire suivre ensuite deux mots-clés qui décrivent au mieux votre activité. Vous voyez dans la colonne description qu'on s'est forcé à mettre des caractères spéciaux, donc des petites coches validées, des petits cubes avec une coche validée à l'intérieur. Tout ça, ce sont des astuces qui vont vous permettre d'augmenter vos taux de clic parce que ce sont des caractères spéciaux qui attirent l'œil et qui sont aujourd'hui tolérés par Google. Donc, ce travail de mapping, il va être double. Il va vous permettre de vous assurer que vous pouvez placer tous les mots-clés quelque part sur votre site. Et deuxièmement, il va vous forcer à rédiger les titres et descriptions en fonction des mots-clés que vous aurez identifiés. Alors, il y a quelques bonnes pratiques à respecter pour créer une arborescence. La première, c'est de respecter une hiérarchie naturelle qui va faciliter autant que possible la navigation des internautes d'un contenu à un autre. On vous conseille d'ajouter des pages de navigation lorsque celle-ci vous semble pertinente ou lorsque vous avez suffisamment de contenu à proposer sur une thématique. Il faut s'assurer également que toutes les pages de votre arborescence elles soient accessibles via un clic et non pas via une recherche d'un moteur. Ça, c'est hyper important puisque Google est incapable d'utiliser un moteur de recherche interne et de faire une recherche comme un internaute. Google est encore incapable de faire ça. Donc, le seul moyen pour pouvoir accéder à un contenu, c'est d'y faire un lien, d'y faire une référence. Et enfin, on vous conseille sur chacun de vos contenus d'ajouter les pages associées qui vont permettre à l'internaute de découvrir des contenus similaires. On vous déconseille de créer des réseaux de liens trop complexes. Et là, c'est assez important puisque ça, c'est une phrase qui est issue des consignes Google. Par exemple, en reliant chaque page de votre site à toutes les autres pages,
Et ça, c'est une erreur que quasiment 100% des sites font, c'est que le menu de navigation, il est présent sur l'intégralité des pages et il est le même tout le temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est non pas néfaste, mais qui est pas opérationnel pour Google. C'est que du coup, si le menu de navigation est présent partout tout le temps, Google ne peut pas hiérarchiser les contenus par thématique et par sémantique. Et donc, il va mettre toutes les pages au même niveau sans arriver à les associer à des thématiques. Et la dernière chose, c'est la règle que tout le monde connaît en UX, mais c'est de dire s'il faut plus de 3 clics pour arriver à un contenu, c'est que l'arborescence est mal faite et c'est que les contenus n'ont pas vocation à être lus et à être consultés. Donc, l'acte 10, c'est vérifier l'audience de vos documents. Parce que quand on regarde la performance de ces pages sur Google, on oublie souvent de regarder la performance des documents. Donc, quand on parle de documents, on parle de documents PDF, de documents, je ne sais pas, des rapports qui pourraient être, on va dire, linkés dans votre site et apparaître sur Google. Donc, ça arrive, par exemple, qu'on puisse voir des documents PDF directement dans Google. Donc ça, c'est très intéressant de regarder la performance de vos documents parce qu'en fait, des fois, ces documents-là sont énormément lus et apportent beaucoup aux internautes. Et donc ça, pour le savoir, en fait, il n'y a qu'une seule manière parce que Google Analytics n'est pas en mesure de les voir, tout simplement parce qu'il n'y a pas le marqueur dessus. On n'est pas sur une page web classique, donc on ne peut pas mettre de marqueur Google Analytics. Donc pour voir la performance de vos documents, il faut utiliser Google Search Console. Et dans Google Search Console, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est d'aller donc dans performance, résultats de recherche, et d'aller filtrer, donc d'appuyer sur nouveau, de sélectionner les pages qui contiennent PDF uniquement. Donc là, vous allez pouvoir voir les pages les plus performantes qui sont des PDF. Donc ça, vous pouvez le faire pour tous les formats de fichiers que vous avez, et vous pourrez analyser comme ça la performance de tous vos documents. Et des fois, on se rend compte qu'il y a des documents qui sont énormément lus par les internautes et qui sont très consultés. Donc là, par exemple, on voit sur les 3 derniers mois qu'on a des PDF qui sont vus à plus de 1000 fois pour 20 000 impressions. Donc on voit qu'il y a quand même un grand engouement sur ces PDF-là. Donc des fois, ça peut être intéressant de regarder quel contenu apportent ces PDF et de, on va dire, créer une page dédiée par rapport à ça sur votre site. Et pour finir sur le 11e conseil, on va parler de multilangue et de gestion des différentes langues qui peuvent être présentes sur un site. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Il faut utiliser ce qu'on appelle des codes de langue qui sont pris en charge. Vous avez un exemple à droite de ce qu'il ne faut pas faire, puisque ce sont des codes de langue qui n'existent pas. Google fonctionne de la manière suivante. On doit lui dire, quand un site est traduit en plusieurs langues, on doit lui dire, tu peux trouver telle page qui est française à telle adresse pour les Espagnols, à telle adresse pour les Allemands, à telle adresse pour les Italiens, etc. etc. Ça, c'est le niveau par pays générique. Mais il est possible, c'est le niveau par langue, pardon, générique, mais il est possible de filtrer par pays. C'est-à-dire d'indiquer à Google que tel contenu, c'est du contenu en français pour les Belges, que tel contenu, c'est du français, c'est du contenu en français pour les Suisses ou en français pour le Congo ou en français pour le Canada, par exemple. Donc, on peut avoir un ciblage par ce qu'on appelle le couple langue-pays, ce qui permet d'être plus efficace si on veut cibler un référencement spécifique dans un pays et dans une langue précise. C'est souvent des problématiques qu'on se pose pour les pays qui sont multilangues, la Suisse, la Belgique, le Canada, l'Amérique, etc., où on peut se retrouver avec, au sein d'un même pays avec plusieurs langues. Donc Google permet de gérer ça à condition d'utiliser les bons codes. Faites attention aussi à la balise canonicale qui peut être néfaste si elle est utilisée à mauvais escient. Si vous êtes sur un site espagnol, n'indiquez pas en guise de canonical un site anglais ou un site français. Il faut vraiment rester dans la langue dans laquelle l'internaute doit naviguer. Et enfin, si vous ne savez pas à qui vraiment peut s'adresser ce site, on vous conseille d'indiquer une valeur par défaut qui se trouve dans une balise qui s'appelle xdefault
et qui permet de dire à Google, bah, si tu n'arrives pas à identifier un internaute avec tel couple pays-langue, eh bien, propose-lui la langue qu'on va intégrer dans le X-default. Ça permet tout simplement de ne pas perdre de gens en cours de route. Donc, chaque version de langue doit se lister elle-même et doit dire toutes les autres versions qui existent. Donc, si pour la page d'accueil, j'ai 10 versions de langue, eh bien, je dois indiquer dans le code source les 10 versions de langue qui existent. Les URL doivent être complètes, c'est-à-dire il ne faut pas seulement indiquer /fr/accueil, mais bien indiquer l'intégralité du nom de domaine et du protocole HTTP dans ces balises-là. Les URL de remplacement ne doivent pas nécessairement appartenir au même domaine. Effectivement, vous pouvez avoir mon nom de domaine.fr et mon nom de domaine.de et mon nom de domaine.es. Et vous pouvez tout à fait les lier avec les mêmes balises alternate. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous avez plusieurs URL alternatives ciblées sur les utilisateurs de la même langue, mais dont les paramètres régionaux sont différents, il est également judicieux de fournir une URL fourre-tout pour les utilisateurs géographiquement non spécifiés. C'est ce qu'on a vu dans le X-default, en fait, c'est de ranger tous les internautes qu'on n'a pas identifiés dans une même case. Et voilà pour ces 11 conseils. Pour conclure sur cette présentation, on peut dire que les grands poncifs du référencement, que sont la qualité du contenu, la qualité de l'expérience utilisateur et la qualité de la popularité, sont des éléments qui sont toujours vrais et qui sont indéniables. Et ça se fait généralement au détriment de la qualité technique. Aujourd'hui, on s'aperçoit que tous les sites sur Internet utilisent à peu près les mêmes plateformes et les mêmes systèmes de gestion de contenu. Donc la différence de qualité de positionnement, elle se fait vraiment plus du tout sur la qualité technique, mais elle se fait plutôt sur la qualité du contenu et sur la popularité qu'on va pouvoir y trouver et la crédibilité que Google va pouvoir affecter au site. On va maintenant couper l'enregistrement et dès que la petite bulle sera affichée, on passera aux questions-réponses.